alors voilà, certains d'entre vous visiblement l'ont lu. Et je voudrais vous représenter, est-il besoin de représenter Alain Cadéot, mais c'est quand même un personnage. C'est un auteur prolixe, puisqu'il est à la tête d'une œuvre très importante, plus d'une vingtaine de titres, et dans des domaines en fait assez différents. Dans la poésie, les récits, les essais, les romans, et aussi le théâtre. Et très gentiment, il a bien voulu m'envoyer Arsenic et Eczéma, ça ne s'invente pas, petite pièce de théâtre formidable qui est parue au Cahier de l'Égaré, pardon Jean-Philippe. Mais voilà, que je vous invite à lire parce qu'elle est extrêmement drôle, elle est tonique et puis elle va parfaitement avec notre époque. Elle est à la fois surréaliste et en même temps extrêmement précise. Alors on va parler de ce roman, donc L'homme qui veille dans la pierre, et qui est un voyage initiatique. On a eu le voyage d'amour fracassant, on a eu le voyage à la fois dans le grand temps et le petit temps avec François. Et là, on a le voyage initiatique d'un homme qui, en l'occurrence, s'appelle Augustin. Augustin est le héros de ce livre. Augustin a perdu son frère aîné, qui s'appelait Théo, dans des circonstances aîné de 4 ans, dans des circonstances extrêmement étranges. On sait, dans la famille, on sait qu'il est mort dans une l'explosion d'un volcan, la corne de Dieu. Et on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que Augustin, qui est peintre, est visiblement un peintre de talent, un peu absent à lui-même aussi. Il y a des choses d'ailleurs assez proches dans vos deux hommes, si j'ose dire, entre Philippe Monchot et Augustin. Augustin n'est pas un passionné de l'existence. Il y a un amer chez lui, un point fixe qui est sa mère, qui va hélas mourir. Un amer, absolument. Et cette mère morte, il n'a plus vraiment d'attache. Et il se décide, puisqu'ils ont reçu de la part de la police, lorsque la mort de ce frère a été avérée, un étrange papier froissé, sur lequel étaient griffés des mots, des lettres écrites par le frère défunt, Théo, quelques photos, et puis c'est tout. Et on sait que cet homme, le jeune Théo, le Théo en question, est mort dans un pays d'Amérique centrale, dans un village un peu compliqué, un peu lointain, donc Mayacombra. Et donc Augustin, peintre un peu désabusé, un peu seul avec lui-même, décide d'aller sur les traces de son frère. Et là, ça va être le choc, le voyage initiatique qui va l'amener à une quantité de révélations, et notamment une, mais on va voir laquelle par la suite. Vous me donnez vraiment envie de le lire. Alors la révélation, on va dire quand même tout de suite son nom, c'est une petite fille qui s'appelle Lina, qui a 5 ans. Et ce livre est dédié, parce que j'ai trouvé ça très émouvant, à Nina, avec un N, qui est la petite fille d'Alain et Martine Cadéot, qui est devant nous. Alors, c'est le livre d'un grand poète, parce que Alain Cadéot est un grand poète. C'est un livre qui est écrit, on va dire, à l'essence même des choses. C'est-à-dire, il n'y a pas de cadeau avec vous, il n'y a pas de déchets, c'est à l'os toujours. C'est extrêmement puissant. C'est pas une littérature mièvre, c'est quelque chose que vous portez très vite dans les tripes. Et c'est admirablement mené son lecteur jusqu'à la fin de cet ouvrage que nous ne révélerons évidemment pas. Alors, avant de partir pour ce voyage initiatique, il faut rappeler la mère de la mère, la maman de Théo et d'Augustin, plutôt d'Augustin parce que Théo est mort, avait dit cette étrange phrase: « Tout est cadeau, mais seulement pour ceux qui n'attendent plus rien. » Cette phrase, « Tout est cadeau pour ceux qui n'attendent plus rien, mais seulement pour ceux qui n'attendent plus rien », est en fait une des clés de ce livre. Je vais vous lire, comme pour les autres, quelques extraits pour vous donner aussi le style, admirer la qualité d'écriture d'Alain. Alors,
sur la beauté du lieu. Il arrive à Mayocumbra, donc dans ce lieu totalement dingue, hein, complètement paumé, et il dit « J'étais bien là, entre le ciel et les dieux qui me rendaient souvent visite le soir au crépuscule et la nuit par les fenêtres et les lucarnes de feu. Le feu des nuits sous les étoiles, cette liqueur d'ambre, cet hydromel des lents nuages violacés qui passent sous les nuées. Et moi, le vermisseau, je devenais luciole et je peignais, avec comme une couronne fluorescente qui irradiait et dirigeait ma main, le tout dans des vertiges de béatitude. » La rencontre avec Lina, là donc une toute petite fille, je vais vous expliquer après qui est Lina. Si j'écris ici, c'est pour toi, Malina, pour te laisser un peu plus que moi-même. Tu te souviens, la première fois que je t'ai vue petite, tu avais tout juste 5 ans. Maria, sa mère, te trimballait partout. Tu ne la quittais pas, l'aidant du mieux que tu pouvais. Déjà, j'avais été touchée par cette force dense, ton sérieux, l'application avec laquelle tu balayais, ramassais les fruits, des baies, des épis de maïs, accompagnant partout vos 4 chèvres, elles-mêmes fidèlement suivies par un petit peuple de poules caquetantes et d'une nuée d'oiseaux. C'est un portrait formidable. Alors il est dans la jungle, parce qu'on est donc dans cette Amérique centrale dont je vous ai parlé à mot bref. Voici comment il l'a décrit. Dans le ventre de ce vaisseau pirate à l'ancre, entre une forêt épaisse, verte et nacrée, une marée de brume montante, pleine de 1000 bruits de feuilles, de mandibules, de grincements sinistres, de trot, de sifflements, de reptations, de feux follets, d'esprits en décomposition, et l'énorme et écrasante présence du volcan, de la corne de Dieu, ouvrant son œil veiné de sang sur sa clique de spectres, jouant tout seul aux osselets, dans de lugubres éboulements secs de pierre, dont les plus petites parfois viennent frapper et rebondir sur les murs de nos maisons. On y est, non? Ouais, assez frappant. Entre parenthèses, c'est ça, suspendre le temps. Enfin, c'est pour rejoindre ce que nous disions, parce qu'on avait du mal à répondre. Je crois que l'extraordinaire don que nous fait la poésie, et tout le monde est poète, parce que tout le monde a ses instants, c'est être en suspens soi-même, je dirais presque en lévitation. Lorsque nous arrivons à cet état de lévitation, le temps n'existe plus. Et nous l'avons tous éprouvé, ça. Donc le temps est une farce. Et moi, je nous invite à lui foutre de grands coups de pied au cul le plus souvent possible. Alors j'aimerais quand même, revenir, si vous m'autorisez, à la phrase de la mère. Parce que la mère, elle est aussi très présente pas dans tous les ouvrages, parce que je n'ai pas lu toute votre œuvre, mais hélas. Mais, pauvre de vous. Mais cette mère qui dit tout est cadeau, mais seulement pour ceux qui n'attendent plus rien, c'est quand même très étonnant. Est-ce que ça veut dire que pour être heureux, il faut n'attendre plus rien au fond, pour aimer, pour ressentir et pour comprendre le monde? Mais je crois que, ça rejoint encore cette histoire de temps. Ne rien attendre, c'est se foutre hors du temps. Donc, d'une certaine manière, c'est se rendre libre. Et à partir de cet instant-là, je suis désolé, je dis instant, parce que l'instant pour moi est important. Si le temps ne l'est pas, l'instant l'est. Tout peut arriver. Alors que sur le temps humain tel que nous le programmons, tel que nous l'avons programmé, etc., comme le disait François, je crains que nous soyons amenés à passer toujours à côté un peu de ce que nous devrions rencontrer. Lorsque vous suspendez le temps, c'est ce qu'elle veut dire, je pense, hein, c'est ce qu'elle me disait en tous les cas, tout peut arriver. Et est-ce que c'est valable pour l'amour? Quand on n'attend plus rien, on trouve l'amour? C'est sûrement là. Enfin, moi, je me rappelle vraiment d'une histoire qui m'avait marqué, parce que c'est un auteur que j'aime particulièrement, qui s'appelle Rezvani. Serge Rezvani, qui était musicien, c'est lui, vous savez, qui avait fait la musique de Jules et Jim, etc., et qui était peintre d'ailleurs aussi. Hein. Et il va rencontrer. Alors, il écrit Les Années Lula, Les Années Lumière, ces 2 romans que je vous invite à lire, qui sont merveilleux. Ce monsieur a 90 ans maintenant.
et a perdu cette fille-là avec qui il a vécu pendant 50 ans, pour qui il a eu un amour fou. Et il raconte Vous comment êtes il l'a Marie-José rencontrée. Nat, non? Oui. Non, il s'est remarié Remarié. à Ah oui, 85 ans. Oui, c'est extraordinaire. ça, ouais, Avec extra. Marie-José Bravo déjà Nat. de le savoir. Bravo de le savoir. Et Marie-José Nat, effectivement, est morte il n'y a pas très longtemps, etc. Il continue à vivre. Bon, moi, je trouve ça merveilleux. Et il raconte donc comment il l'a rencontrée, lui-là. Il était à Paris, dans un quartier, il ne savait pas qu'elle existait, elle était dans le même quartier, et ils se sont littéralement heurtés à un coin de rue. Ils se sont cognés, ils ont vécu 50 ans ensemble. Moi, je trouve que C'est voilà. vrai. Ça, c'est... Ah oui. Il n'attendait rien de particulier, elle non plus. Mhm. Et pourtant, Génial. Alors, et pourtant, Augustin, qui n'attend plus vraiment non plus grand-chose, va rencontrer une forme d'amour ah nouvelle. oui, ça c'est l'enfant. C'est l'enfant. C'est-à-dire que l'une des grandes révélations qu'on trouve dans ce magnifique ouvrage, magnifique roman, c'est l'histoire d'amour pure et parfaitement innocente, bien sûr, entre cet homme, Augustin, qui va à la poursuite donc de ce frère un peu mystique, et une toute petite fille. Et c'est cette rencontre, elle va l'appeler très vite grand-père, alors qu'ils n'ont pas vraiment de lien de sang, puisqu'elle est la descendante de ce frère aîné décédé. Donc en fait, c'est dans la réalité un grand-oncle, Oui, c'est mais ça. elle va l'appeler grand-père. Et d'un seul coup, cet homme, Augustin, appartient à quelqu'un et Il a un rôle. il a un rôle. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais. Il a un rôle et il peut redécouvrir quelque chose qu'il n'attendait plus, qu'il ne savait plus, Pas. Non. qui était l'amour. Mhm. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette relation quand même entre le grand-père, parce que c'est une relation d'abord littéraire, parce qu'il va écrire à cette petite fille Alors, qui il y a- part pour faire des études. Oui, tout à fait. Il y a la relation entre cet homme et cette petite fille, mais qui lui fait en réalité tout découvrir, y compris sa propre peinture. Exactement. C'est un peintre qui réussit, qui est dans des galeries à Paris, qui vend bien. Alors, il ne sait pas quoi faire de son fric d'ailleurs. Enfin, il a plutôt tendance à. Il ne sait pas trop comment le dépenser parce qu'il vit un peu chichement, enfin simplement. Et sa peinture se vend donc bien. Et puis là, avec cette petite fille, elle lui fait découvrir une caverne qui est au-dessus du village, par là. Et il va découvrir cet endroit qui est sublime, avec des percées dans la roche qui permettent au soleil d'éclairer cette caverne d'une certaine manière. Et il dit, mais ça, c'est notre Sixtine à nous, quoi. On va s'y mettre tous les deux. Et les voilà tous les deux. Alors, il lui fabrique une sorte des échelles, enfin, échafaudage, etc. Et elle va peindre. Alors, il a tout son matériel de peintre, les couleurs, etc. Et ils vont retrouver, c'est pour ça que j'aime énormément la couverture de la trace, parce qu'elle exprime véritablement ce qui va se passer pour ces deux êtres. Ils vont redécouvrir ce qu'on appelle la peinture primitive, à tort. Parce qu'il y a tout. Je veux dire, quelqu'un qui a vu aussi bien Lascaux, etc., comprendra que nous ne sommes que de pauvres répétiteurs de quelque chose qui existe depuis si longtemps. Et là encore, vous voyez, le temps est aboli. Et donc ils retrouvent tous les deux, elle découvre ce plaisir, et lui redécouvre une autre manière de peindre, en sachant qu'évidemment, c'est plus une toile, il y a des ondulations sur les pierres, il y a des formes, etc. reliefs, Il faut les souligner. Ce qui me rappelle d'ailleurs que c'est comme ça que j'ai peint une petite chapelle, j'ai joué mon Cocteau, là. Oh, c'était minuscule, hein. Qu'est-ce que je me suis embêté d'ailleurs, il y avait une chaleur, c'était en Grèce, et moi qui ne sais pas peindre du tout, je me souviens, alors j'avais fait un espèce de grand archange à l'entrée, mais terrifiant, hein, je ne sais pas comment j'ai fait ça, on n'avait pas envie de rentrer, croyez-moi. Une vierge d'un côté, enfin bref, toutes sortes de personnages, et puis après je suis allé chercher des galets à la plage qui étaient en bas, mais comme ici, hein. Et je remontais mes trucs là pour faire un sol tout en galets, enfin. Bref, ça me rappelle ça. Vous voyez, je ne m'en étais même pas aperçu en écrivant ça. Et là, une fois de plus, bon, je ne sais pas combien de temps j'ai mis, en fait, de temps, mais le temps n'existait plus. J'étais tellement bien. Et j'étais donc avec cette petite fille, qui est ma petite fille, et elle m'aidait à assembler les cailloux, à peindre, etc. Et j'avoue que c'était un moment absolument sublime. Mais bon, une anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'avant-hier, puisque je suis arrivé, comme peut-être certains d'entre vous, par le Corsica Ferry, 2 jours. Merveilleux voyage, moi qui avais voyagé la nuit en général, moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je suis assis, vous savez, sur ces espèces de bancs en plastique
qui sont à l'extérieur, je suis couché, je m'assois, enfin bref, puis je regarde les nuages, puis l'air est frais, enfin on sortait d'une étuve, enfin, comme vous aussi, et là enfin on respirait. Et une maman arrive avec un petit garçon, il avait 2 ans, et ce petit garçon passe devant tout le monde, vraiment il se pointe devant moi, et il commence à grimper sur ma jambe, et avec des yeux, alors là, pour moi, ça a été un moment absolument sublime. Là aussi, le temps était absolument suspendu. Et j'ai pris ce gosse, et je me suis dit, là, je m'adresse à quelqu'un qui est au fond, qui m'a parlé de symbolique tout à l'heure, et d'esprit, etc. Je me suis dit, mais de qui es-tu la réincarnation et pourquoi tu viens dans mes bras? Pourquoi tu montes sur moi, enfin, comme on grimpe dans un arbre, quoi. C'était à peu près ça. Hein. Et ça, et vraiment, je vous raconte, mais ça ne sortira pas d'ici, parce que c'est une histoire qui est très intuitive et personnelle, mais voilà, pour moi, écrire, c'est ça. Si on ne découvre pas cet instant-là, si vous voulez, de béatitude, moi je n'ai pas d'autre mot, et c'est pour ça que l'écrivain, c'est terrifiant, parce que quelquefois, on est au fond du trou, mais alors, c'est épouvantable, vous n'avez pas 3 mots, enfin, c'est même plus un train, c'est un train désossé. Et puis quelquefois, vous êtes emporté littéralement. Bon, oui, rien que pour ça, ça vaut la peine, quoi. Et alors, qui éduque qui dans la relation entre la petite fille et le grand-père? Et dans la vie, alors, est-ce que c'est plus une relation très particulière que vous décrivez? Le grand-père, c'est pas le père et l'enfant, c'est le grand-père et l'enfant. Qu'est-ce que vous qui êtes grand-père avec Martine, et qui dédiez ce livre à une petite Nina. Mais qui maintenant n'est plus une petite, c'est une adolescente. Ah, d'accord. Donc là, les choses ont beaucoup changé. Enfin, tout le monde a des enfants plus ou moins ici. Vous savez qu'entre l'âge de 5 ans, qui est vraiment vous parlez d'innocence tout à l'heure. Ah ouais, c'est beau là. Et les 12, 13, 14, 15 ans, moi j'ai beaucoup de mal. Hein. J'ai énormément de mal. Parce que alors, les 18. Plus. Non, mais c'est terrible. Enfin, je finis par détester les adolescents. Pour moi, alors qu'avec l'enfant, c'est tellement simple. Je veux dire, là, après, c'est très compliqué. Enfin, bon, j'ose plus la déranger. Il ne faut pas que j'aborde certains thèmes, sinon je vais me faire traiter de vieux machiste épouvantable. Enfin, c'est terrible. Pour moi, c'est terrible. Bon, enfin. Et donc, cette période-là, je peux dire dans la réalité qu'effectivement, cet enfant m'a apporté, comme mes enfants me l'ont apporté aussi. Hein. Chaque fois. Puis après, on les voit effectivement vieillir. Donc, c'est plus la même relation. Donc, il y a le temps. Là, pour le coup, on voit le temps. Oui, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas l'arrêter. Sur 5 ans. C'est vrai, ça serait génial avec une baguette, tu sais, de temps en temps. Alors, dans ce livre, il y a aussi le thème de la famille de sang, le sang, et puis la famille choisie, c'est-à-dire celle que l'on élit dans la vie par les rencontres. Et là, ce livre est aussi un hommage quand même assez extraordinaire, puisque cet homme, Augustin, va rencontrer dans ce village perdu nulle part une quinzaine de personnages, tous un peu déglingues, un peu des baleines échouées, et qui sont pour autant bouleversants, avec lesquels il va se lier. Et ça va devenir sa famille. C'est sa famille, oui. Alors, est-ce que vous pouvez parler, évoquer cette notion de famille choisie? Alors, écoutez, Philippe a dit tout à l'heure, quand il écrit, il aime bien utiliser des êtres qu'il connaît. Hein. Bon, donc je vous dirais que les personnages qui sont dans ce livre également, ils existent. Je les ai rencontrés, comme disait l'autre. Et je crois que c'est assez miraculeux, ces rencontres qui vont devenir des amis, etc. Moi, j'ai un mal fou. Alors, j'ai une famille très restreinte, hein, en ce qui me concerne, vraiment très réduite. Donc, j'ai tenté d'agrandir un peu cette famille. C'est devenu une famille d'esprit. Alors, ça se fait soit par une conversation avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, puis parce qu'on a des échanges merveilleux, comme ça peut se faire par le biais d'un regard, parce que voilà, il y a tout dans ce regard. Ça peut être quelqu'un d'extrêmement simple, ça peut être quelqu'un de très compliqué, peu importe. Je m'y reconnais. Voilà, je m'y reconnais. Pour moi, ce sang-là, c'est le véritable sang familial. C'est beau. Est-ce que vous partagez ce... Ouais, c'est beau en plus. Vous connaissez? Ouais, c'est beau. Philippe, c'est ma
la famille. Alors, pour C'est une terminer, véritable leçon. pour C'est vrai. terminer, je voudrais reprendre une phrase d'un livre, de votre livre de l'année dernière, de Confession, Ah, oui. parce que je pense qu'il y a comme aussi un lien. Méfie-toi de l'enfant que tu as étouffé, car il ne meurt jamais. Oui. Ça, je pense que si regret nous avons, quelquefois, c'est bien parce que les soucis, l'ambiance dans lequel nous vivons, enfin bref, les drames qui nous entourent, recouvrent, enterrent, littéralement, enterrent cet enfant. Et je trouve que quand on est son propre meurtrier, on ferait bien de réfléchir. Est-ce que vous avez des questions après des questions? Moi, c'est pas une question. Je veux simplement dire, c'est que je ne sais pas si c'est un compliment ou autre chose. Il s'avère que depuis que j'ai lu le précédent livre Maya Kumra, là, que vous avez... Maya Kumra. Maya Kumra, ouais. J'ai trouvé l'écriture tellement intéressante et émotive pour moi que depuis, chaque fois que je lis un autre bouquin, je le trouve un peu fadasse. Eh ben voilà. Mais c'est souvent. Mais c'est. C'est incroyable, hein. Hein? C'est un très beau compliment pour moi. Bah ouais. C'est un très beau compliment. Je vous dirais que je partage ce que vous dites, mais bon, je n'ose pas nommer les auteurs qui m'ont inspiré ce genre de sensations. Il y en a quelques-uns. Je ne parle pas des contemporains, je ne les lis pas. Mais d'autres auteurs, effectivement, ont éveillé en moi quelque chose de tellement particulier au niveau de l'émotion qu'il me semblait que je les reconnaissais chaque fois que je vois un livre, même si je ne voyais pas leur nom sur la couverture. Et ça, c'est... Vous savez, l'autre jour, je regardais, je vous invite à aller voir une émission, il y a plein d'émissions. Alors, je ne suis pas un fan de ces outils modernes, là, enfin, machin. Enfin, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut avoir accès à des tas de documents de l'INA, etc. Et je suis tombé sur une interview de Louis-Ferdinand Céline par, je ne sais plus, enfin, un type connu à l'époque, j'ai plus le nom, peu importe. Et Céline, alors, qui est toujours comme ça, etc., il dit, vous savez, au fond, un écrivain, il y a une seule chose qui compte. Ah bon, et c'est quoi, le style? Et ça, c'est un truc qui s'est totalement perdu, puisque aujourd'hui, c'est plus le style qui compte, c'est en fait le scandale que vous écrivez, le spectacle que vous créez. Et bon, bêtement, moi, mais je fais partie d'une génération idiote, hein, qui a cru que bien prononcer les choses, c'était les faire venir sous les yeux. J'avais l'impression, mais un peu comme un sorcier, une formule magique, un alchimiste, j'en sais rien. Si on prononçait correctement les mots, il mettait, il créait une réalité, en fait. Voilà. Donc, je ne me suis pas intéressé aux événements. Ce qui m'intéressait, c'était effectivement l'âme, l'émotion. Voilà. Elle touche beaucoup. Ben, merci. Vive la littérature! Ah ouais. Faut qu'on se batte, hein, faut absolument qu'on se batte tous, hein, je vous le dis avec... Je dis ça aussi, je félicite. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, j'ai fait un grand bravo.